chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Quand la nuit se lève, on a besoin d'un peu de rêve, et tous les enfants sont comme moi. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les reines et les rois. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils partent en voyage bien plus loin que les nuages, et c'est encore plus beau chaque fois. S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire, avec des châteaux, des chevaux, des petits nains magiques et des ogres doux comme des agneaux. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les reines et les rois. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils partent en voyage bien plus loin que les nuages, et c'est encore plus beau chaque fois. S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Quand la nuit se lève, on a besoin d'un peu de rêve, et tous les enfants sont
raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Quand la nuit se lève, on a besoin d'un peu de rêve, et tous les enfants sont comme moi. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les reines et les rois. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils partent en voyage bien plus loin que les nuages, et c'est encore plus beau chaque fois. S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire, avec des châteaux, des chevaux, des petits nains magiques et des ogres doux comme des agneaux. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont les reines et les rois. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils partent en voyage bien plus loin que les nuages, et c'est encore plus beau chaque fois. S'il te plaît, raconte-moi une histoire. Va chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Quand la nuit se lève, on a besoin d'un peu de rêve, et tous les enfants sont comme moi. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes
Non, rien, ça va, j'attends. Comme tu peux, on peut faire conversation au début, le temps qu'il y ait des gens? Je sais pas, comme tu veux. Ouais, exactement, oui. Et on discute tranquille et puis t'inquiète. Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes les personnes ici présentes au quatrième live de moncoach.tn. Nous prenons vraiment du plaisir à organiser ce rendez-vous qui permet d'interagir directement avec le grand public autour de thèmes aussi riches que variés, présentés généreusement par des personnes passionnées par le métier du coaching et venant d'horizons et de pays différents. Je rappelle que le premier live était assuré par deux coachs tunisiennes, Shedia Elim. Leur objectif était d'accompagner les jeunes diplômés dans ce contexte si particulier. Le deuxième live était animé par coach Sene Mikou du Maroc qui nous a parlé de sa recette pour développer un mental en or et pour entretenir son optimisme. Au troisième live, c'est Blaise Magnona de Suisse qui nous a fait voyager avec lui dans le monde du transurfing comme une autre approche de coaching. Et ce quatrième live sera assuré par notre Annie Aurélie Salver de France. Bonsoir Aurélie et très ravie que tu sois parmi nous et merci d'avoir accepté d'animer ce live pour moncoach.tn. Avec plaisir, je suis hyper contente d'être là aussi. À défaut de pouvoir être en Tunisie, au Ça moins on est viendra. là virtuellement. Oui, Ça oui, ça viendra. viendra, ça viendra. Ce n'est que partie remise. Alors, je vais te présenter pour nos chers internautes. Tu es diplômé de HEC Paris en 2001 et depuis, tu as évolué dans de nombreux secteurs comme le conseil en entreprise, l'action humanitaire, l'entrepreneuriat social, le coaching. Tu es d'ailleurs coach ICF ACC. Tu as créé et organisé plusieurs événements TEDx à Nantes, Lyon, Barcelone, au Pakistan, à Porto, c'était d'ailleurs autour du storytelling. Et en Mhm. septembre 2013, c'était à Tunis sous le thème Mhm. Tunis en confiance. C'est bien ça. Oui, je m'en souviens. C'était un très beau moment. Oui, C'était à Tunis-Carthage. absolument. Voilà, donc tu es fondatrice d'une association qui porte le nom de Shift Balance, dont l'objectif est Mhm. de diffuser des solutions innovantes pour donner plus de voix, Mm. de visibilité et de pouvoir à celles et à ceux qui en ont moins. Deux thèmes te passionnent particulièrement et dont tu parles dans de nombreux forums et médias. C'est la parité et le storytelling. Tu es d'accord avec ça? Mhm. D'accord. Oui, absolument. Alors, en rapport avec la parité, tu as sorti un documentaire sur la masculinité au Pakistan, deux Mhm. livres, deux livres. Mhm. À défaut d'avoir les livres, j'ai imprimé la première de couverture. Le premier, il s'appelle Nice. Fearless et le deuxième, Équilibre le monde. Il est en anglais. Mhm. Tu conseilles aujourd'hui de nombreuses organisations comme le Programme alimentaire mondial des Nations Unies en termes de diversité et inclusion. Et en rapport avec ta passion pour le récit et le storytelling, tu as récemment lancé ton cours en ligne intitulé Storytelling pour actrices de changement sur Oui. Udemy, une plateforme de cours en ligne. Et Mhm. pendant la période de confinement de l'année dernière, hein, la première,
tu t'es lancé dans la rédaction d'une chronique de voyage intitulée Chronique nomade. J'étais parmi tes lectrices, tu te rappelles? Et Mhm, oui. je me rappelle très très bien que j'étais chaque semaine en attente de ce que tu vas nous raconter avec beaucoup d'humour, d'émotion et d'authenticité. C'est les trois mots que je retiens particulièrement, les trois qualificatifs de ces voyages que tu nous as offerts l'année dernière pendant la période de confinement. Alors, Hmm. à la question quels sont les principaux points que tu vas aborder pendant le live, tu en as précisé trois et qui sont apprendre à préparer son propre TEDx, utiliser le storytelling dans un pitch, transmettre de l'émotion dans ses interventions publiques. On voit bien que tu aimes raconter les choses. Mhm. Voilà, donc à toi le micro, chère Aurélie, pour nous transmettre même un peu cet amour pour le récit et pour nous livrer les secrets d'une histoire, d'un récit qui permettra à chacun de capter l'attention, de stimuler le désir du changement et d'emporter la conviction. Donc nous t'écoutons avec beaucoup, beaucoup de curiosité. À toi le micro. Avec plaisir. Donc, je vais partager une présentation. Vous allez avoir un peu de redondance parce que je vais parler un petit peu de mon parcours. Je pense que c'est important pour se connaître et pour voir aussi le lien avec ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Saucène, moi, je suis née le 28 septembre 78, pas de camouflage sur l'âge. À 12h40, je m'en souviens parce que ma maman m'appelait toujours à 12h40 chaque année. Et je suis balance. Et pour moi, c'est vraiment important parce que c'est un signe de justice et de liberté. Et c'est quelque chose qui va vraiment conditionner mon parcours. Mhm. En termes d'histoire, moi, je m'identifie beaucoup avec Artemis, the Big Sister, non? Qui a été un peu Diane, la chasseresse, et qui était une déesse célibataire et une déesse qui est un petit peu comme dans Hunger Games, non? Qui est un peu celle qui lutte justement pour ces thèmes de justice et de liberté. Et j'ai grandi dans un petit village des Pyrénées françaises que vous pouvez voir, très vert, très, très isolé, juste à la frontière espagnole. Du coup, ça m'a permis de lire beaucoup, beaucoup d'histoires. J'étais une lectrice assidue quand j'étais jeune, toujours, mais encore plus quand on n'avait pas Internet et Netflix. Et je lisais beaucoup d'histoires, et des histoires qui étaient souvent très masculines, que ce soit la mythologie grecque, que ce soit la Bible, ou que ce soit d'autres récits, des histoires qui étaient souvent des histoires d'hommes. Et comme l'a dit Saucelle, comme une bonne étudiante française, j'ai fait une prépa, je suis rentrée à HEC, mais c'était pas vraiment ma tribu. En fait, je me reconnaissais pas vraiment dans cette école, en fait. Et ma première aventure à l'étranger, ça a été mon accord d'échange en Arizona qui a vraiment ouvert mes perspectives, où j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment internationales. Et puis Barcelone, après mon diplôme, où je vis, j'habite toujours en Espagne depuis 20 ans, donc Barcelone qui a vraiment volé mon cœur pour ses valeurs, pour son identité, pour sa qualité de vie, pour son esprit un peu de collaboration comme on peut voir dans ces châteaux humains. Et puis je suis partie voyager en Asie en 2005 et ce premier voyage, ça a donné naissance à mon blog en fait et du coup à cette envie d'écrire très tôt. Euh, et à mon retour, j'ai décidé de m'orienter vers une carrière plus sociale. Donc d'abord avec Oxfam en Éthiopie. Et puis ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat social avec Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs avec un impact social. Et j'ai fondé TEDx Barcelona Women en 2012. Et ça, c'est vrai que ça a été le déclic lié au storytelling. Le déclic, au-delà du fait d'avoir beaucoup lu, déjà pas mal écrit, mais c'est là que j'ai commencé à coacher
des speakers, hommes, femmes, oui, parce qu'il fallait préparer leurs interventions du mieux possible, des interventions courtes, de 10 minutes maximum, on faisait, et qui étaient impactantes. Et ça a tellement marché que j'ai commencé à organiser des ateliers pour d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des speakers TEDx, et des ateliers de storytelling pour des femmes entrepreneurs. D'abord en Espagne, d'abord en Europe, parce que je réalisais que notre monde manquait d'histoires de femmes encore. Donc, on voit encore beaucoup de panels exclusivement masculins. On voit les livres de Michel Perrault qui parlent de ça, les femmes ou les silences de l'histoire. On voit cette statistique de UN Women qui montre que seulement 23% des films que l'on voit ont des femmes protagonistes. Et une seule femme qui a quand même reçu la Palme d'Or comme réalisatrice depuis le début du Festival de Cannes. Donc c'est Jeanne Campion avec la leçon de piano. Mais donc sur 93 palmes, une seule a été décernée à une femme. On a seulement 2% des rues françaises qui ont des noms de femmes. 2%. Donc pareil, hein, sur ce qui doit être commémoré, on a une vision entièrement masculine de l'histoire. Et même aujourd'hui, 20% seulement de femmes comptent parmi les expertes invitées à la télé. Donc vraiment, il y a un grand chemin à faire, et on l'a vu d'ailleurs avec le Covid, combien le narratif est souvent approprié par les hommes. Et les femmes sont les cibles quotidiennes de narratifs négatifs ou humiliants. Tu es trop grosse, tu es trop agressive, les modèles que l'on a de Ève, de Pandore, etc. Et ces messages constants ont un effet radical sur la self-esteem. Non, on dit que ce qu'on appelle le confidence gap commence très jeune, dès l'adolescence, avec donc ce livre de Confidence Code qui explique que des femmes au plus haut sommet, comme Christine Lagarde, Madeleine Albright, admettent encore manquer de confiance quand elles sont dans des forums internationaux. Et le syndrome d'imposteur apparaît. On ne pense pas forcément être à la hauteur. Et ce gap de confiance, il n'est pas individuel, en fait, il est collectif. Non, comme dit Brené Brown, je pensais que c'était seulement moi, mais comment serait-il autrement avec les histoires que l'on écoute constamment? Et moi, j'aime beaucoup cette citation d'Angela Davis qui dit « Je n'accepte plus ce que je ne peux pas changer, mais je change les choses que je ne peux plus accepter. » Alors voilà, alors moi j'ai lancé Shift Balance avec cette idée de transformer chacun de nous en acteurs et en actrices de changement, que ce soit avec de la recherche, en cherchant différentes histoires, avec des formations, que ce soit en Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Liban, des interventions comme au TEDx Porto, au TEDx Carthage, des vidéos. On a tourné, comme disait Saucène au début, un documentaire sur la masculinité au Pakistan, pareil, pour raconter une autre histoire des hommes et surtout des hommes musulmans. Non, on a une image particulière des hommes dans des pays musulmans, et donc pour moi c'était intéressant de les interviewer et de savoir quelle était un peu leur réalité. On a aussi interviewé, comme on voit dans l'image, des jeunes garçons, savoir pour eux qu'est-ce que c'était être un homme, être un garçon. Et j'ai quitté mon appartement à Barcelone et je suis devenue nomade. J'ai pas vraiment d'appartement en fait aujourd'hui. J'ai toutes mes affaires dans un storage box à Barcelone et je vis dans différents endroits et chaque fois je reviens, je change mes affaires, je change de valise et je repars. D'où l'intitulé de tes chroniques, Chroniques nomades. Absolument, absolument. Et voilà, et c'est en fait le blog que j'avais commencé en 2005 parce que ma maman m'avait dit Aurélie, je veux absolument savoir ce qui se passe parce que c'était l'époque, il n'y avait pas vraiment de Wi-Fi, Internet démarré, etc. Et donc j'avais commencé à écrire ce blog dans des cybercafés et qui est devenu ensuite un livre, donc Chronique nomade, et avec la couverture qui est d'une mosquée très connue à Lahore au Pakistan. Et le second livre dont parlait Saucène, c'était donc Équilibre le monde, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Shift Balance, qui est une anthologie de solutions justement pour changer le monde et notamment accélérer la parité.
Et pour moi, mon angle, c'est vraiment le storytelling. Parce qu'en fait, ce sont ceux et celles qui racontent les histoires qui dirigent le monde. Le storytelling a un pouvoir énorme. Euh, Churchill disait, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et la première étape, c'est de connaître notre propre histoire. Donc, on voit maintenant de plus en plus de livres, comme Histoire d'histoire pour filles rebelles, ou la BD Les culottés, qui nous montrent des histoires de femmes qu'on ne connaissait pas forcément avant, mais qu'on commence à connaître et à comprendre. Et ensuite, il faut raconter nos histoires. C'était un peu le slogan de Hillary, non? Let's make her story au lieu de his story. Comment on raconte nos propres histoires? Il y a eu la vague MeToo qui a changé drastiquement les choses au niveau du storytelling. On a vu que de plus en plus de femmes racontaient leurs histoires et pour la première fois étaient un peu crues. On en voit des millions de femmes qui ont parlé de leurs histoires personnelles. On a vu sur les marches de Cannes 82 femmes qui justement s'insurgeaient par rapport aux sélections, par rapport au fait qu'il y a encore très peu de récits, et notamment de films sélectionnés à Cannes qui racontent des histoires d'un point de vue féminin. On voit des BD qui se diffusent comme Emma sur la charge mentale, qui est très connue, non, avec cette réplique, bah voilà, t'as pas fait la vaisselle, bah non, tu m'as pas demandé. Et donc l'explication de cette charge mentale. Et un magazine que je vous conseille vraiment à toutes et à tous, un magazine qui s'appelle Femmes ici et ailleurs, qui est un bimensuel qui est vraiment excellent, d'une très grande qualité et qui raconte l'histoire de femmes agissantes. Donc, c'est pas le typique que elle, Marie-Claire, qui vous explique comment maigrir avant l'été, mais au contraire des super histoires de femmes de partout dans le monde qui changent les choses. On voit que dans les médias, ça bouge aussi. On a des films comme Wild avec Reese Witherspoon qui part faire un Une trekking toute marche, une seule grande tout au marche. long. Tu Mm. l'as vu? Oui, j'ai adoré. Oui, Mm. c'est super, hein, C'est un des films voilà, qui m'a le plus marqué. c'est vraiment. C'était un livre à la base et qui a été transformé en un film. Et Reese Witherspoon, d'ailleurs, a décidé de monter sa propre agence de production pour raconter des histoires plus d'un point de vue féminin. Et d'ailleurs, c'est elle qui a produit Big Little Lies, qui est une série aussi avec essentiellement des personnages féminins. On voit le succès de La Servante écarlate, par exemple. On voit que d'autres storytelling sont en train de se développer. Mhm. Un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Je ne suis pas un homme facile sur Netflix, à voir avec vos partenaires. C'est vraiment drôle et ça montre un petit peu qu'est-ce qui se passerait si on échangeait les rôles. Donc vraiment à voir et vous passerez une bonne soirée. On voit que le storytelling aussi utilise le pouvoir des nouveaux médias. Et ça change tout. C'est-à-dire ça a changé avec MeToo. Mais le fait que l'on ait accès à des réseaux sociaux, le fait que l'on puisse, par exemple, faire des newsletters, quelque chose qui coûte pas grand-chose faire une newsletter. On va sur Mailchimp, on fait une newsletter, et ça permet de diffuser des informations nouvelles dans une communauté. Donc, par exemple, les Glorieuses, très intéressant, qui vous envoient tous les jours une information, une vision de l'information différente. Podcast aussi. Le terrain des podcasts a été très friand et très vraiment hyper fertile pour ce nouveau storytelling. On a La Poudre, très intéressant, un podcast à soi, les couilles sur la table sur la masculinité, le cœur sur la table sur les relations amoureuses, ou peut-être une nuit sur les violences sexuelles. Des podcasts vraiment excellents, d'une très grande qualité rédactionnelle. La Lab est une association française montée par des femmes musulmanes qui en avaient marre de voir la façon dont elles étaient représentées dans les médias, notamment les médias français, et qui ont décidé de reprendre le storytelling à leur compte et raconter leur histoire de leur point de vue. Et puis après, il faut changer notre histoire intérieure personnelle, non? Parce que nous sommes les histoires que nous nous racontons. Donc, c'est un peu le message de Brené Brown, non? Je suis imparfaite, mais je suis assez, de travailler sur vraiment les croyances limitantes que l'on peut avoir sur notre propre storytelling intérieur. J'aime beaucoup le travail de Amy Cuddy aussi sur le langage corporel,
qui explique comment les power posing, non, peuvent avoir un impact sur notre propre sensation de pouvoir. Donc, il y a le storytelling verbal, mais il y a aussi le storytelling corporel. Qu'est-ce qu'on raconte, de la façon dont on regarde dans les yeux ou pas, est-ce qu'on ouvre les épaules ou pas, la façon dont on se comporte. Le fait de ne plus utiliser du langage diminutif, non? Moi, je travaille beaucoup avec des femmes sur le storytelling qui souvent disent, je monte un petit projet, je vais essayer de monter quelque chose, etc., etc. Donc, comment on change ça dans la façon de raconter son histoire? Mhm. Et puis, l'histoire du choix. Nous avons toujours le choix. Et ça, c'est vraiment important, on y reviendra, sur le storytelling. Ça, c'est le pouvoir, en fait, de se dire, quelle histoire on choisit de raconter? Parce que nous sommes les héros et héroïnes de notre propre histoire, dit Joseph Campbell, qui est une personne qui a beaucoup écrit sur les mythes et les histoires. Quelqu'un aussi de très féru sur le storytelling, c'est Carl Jung, le psychothérapeute qui a beaucoup travaillé sur les archétypes, justement, et qui dit, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Mhm. Donc voilà, donc tout ça pour expliquer que nous sommes un concentré d'histoire. Chaque individu est un concentré d'histoire, comme cette poupée russe, en fait. Ça va être un concentré d'histoire au niveau culturel, les mythes, les histoires qui peuvent être dans le Coran, dans la Bible, les chevaliers de la table ronde, la mythologie grecque, tout ce qui est présent dans notre culture. Les mythes qui nous donnent des modèles. On a parlé tout à l'heure de Ève, de Pandore, les mythes dans le folklore qui nous donnent des modèles de ce qu'on peut ou ne peut pas être. Les médias qui nous conditionnent aussi, dans la publicité notamment, ou dans les films. Dans les histoires et dans les contes de fées. Et on voit un changement maintenant, notamment dans les films de Disney, sur ce que peuvent être les petites filles ou pas. Et les histoires qui passent de génération en génération dans les familles. Il y a aussi un storytelling des familles, non? Par exemple, par rapport à l'argent, non? Dans cette famille, l'argent se dilapide. De toute façon, on vaut rien, on n'a vraiment aucune valeur. On réussit tout. Les histoires qui passent de génération en De génération. génération en génération, justement. Ouais. Et ensuite, tout ça, donc toute cette poupée russe s'internalise. Et donc, au niveau interne, nous sommes aussi une somme d'histoires. Et nous essayons de les connecter a posteriori. Donc ça, c'est le talk que donne Steve Jobs quand il dit How to live before you die. Non, il avait été diagnostiqué d'un cancer. Il avait fait une intervention à Stanford en expliquant comment vivre avant de mourir. Et une des choses dont il s'est aperçu, c'est de se dire on ne peut pas forcément connecter les points dans notre vie en avant, tu vois, en disant je vais aller là, donc je vais faire A, B, C, D. Bon, à part des gens qui sont très très doués dans le planning, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. On peut essayer d'orienter, mais il dit on peut connecter a posteriori. Donc il donne l'exemple de quand il a laissé tomber ses études formelles à Stanford, mais il a commencé à suivre des électifs. Et notamment, par exemple, un électif de calligraphie chinoise. En disant, bon, à l'époque, ça ne servait pas vraiment à grand-chose. Et ensuite, a posteriori, il s'est rendu compte de l'impact que ça avait sur le design et sur son intérêt très fort, notamment au sein d'Apple, pour la police et la façon dont les lettres s'écrivaient et le design. Et il a pu comprendre ensuite le lien avec son intérêt initial. Et ça, c'est très spécifique à l'espèce humaine. Donc, Nancy Houston parle de ça, elle parle de nous comme l'espèce fabulatrice, le fait que nous sommes les seuls à créer des fables, à créer des histoires, à créer cet arc temporel, en fait, qui est vraiment important pour nous. Et elle remarque d'ailleurs dans son livre, elle dit, en temps de guerre, il y a moins de suicides qu'en temps de paix. Parce qu'en temps de guerre, le storytelling qui est il faut lutter pour survivre, il faut lutter contre l'ennemi, donne un sens à la vie. Et c'est aussi ce que dit l'auteur de Sapiens, en fait. Il dit, ce qui nous a finalement fait survivre comme espèce, les Homo sapiens sapiens, c'est le fait d'avoir pu raconter des histoires. Parce que c'est ce qui nous a permis de collaborer.
et de travailler ensemble, que ce soit les religions, que ce soit les mythes, que ce soit les partis politiques, que ce soit une idéologie commune. Donc vraiment, le storytelling, ça fait partie de nous. C'est quand certaines personnes disent, oh, je suis pas très bon pour raconter des histoires, c'est au creux de nous, de notre ADN. Mais on Et n'en est notre pas cerveau, conscient peut-être. mais on n'en est pas forcément conscient, exactement. Et notre cerveau est un romancier en fait. Tu vois, au quotidien, ton cerveau, il organise, il exclut, il sélectionne les histoires et les événements. Il y a des choses qu'on oublie, hein, parce que ça nous arrange quand même pas mal. On refait l'histoire, donc quand on raconte les relations amoureuses, quand on raconte comment on a vécu un échec au travail. On fait notre histoire, on fait notre storytelling. On est là, on fait le point entre le lien entre le point A, B, C. Hop, voilà, bah, ça c'est l'histoire. Je suis trop nulle, ou mon chef est vraiment quelqu'un de dégueulasse. On crée un storytelling. Et c'est même plus vieux que l'écriture. Donc c'est vraiment dans notre épigénétique, c'est vraiment très, très, très profond. Et c'est un outil à réactiver de plus en plus parce que différentes analyses montrent que notre cerveau sont plus activés par des histoires que par des faits, jusqu'à 22 fois plus. Donc quand vous faites des interventions publiques et que vous dites, bon voilà, les statistiques, etc., et si vous racontez une histoire, les gens vont se souvenir. Ça, c'est vraiment très important. On voit, non, votre cerveau à gauche activé par des faits et des chiffres et votre cerveau activé par des histoires. Mhm. Et c'est vraiment important pour différentes raisons. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail technique. Il y a ce qu'on appelle le mirroring, donc le fait de faire, d'avoir des neurones miroirs, en fait, qui font que quand quelqu'un raconte une histoire, ben, moi, je la ressens aussi, en fait, même physiquement, émotionnellement, Il y a je une ressens résonance, les une sorte de émotions. résonance. Voilà, une résonance, mais qui est vraiment, qui est réelle, quoi, qui est biologique. Biologique, physique, Euh, ouais. ouais. Et d'avoir, justement, quand on nous raconte des événements chargés d'émotions, notre cerveau euh, lâche de la dopamine. Donc, tout ça fait qu'on se souvient, en fait. On se souvient beaucoup plus. Et pour moi, donc, si on rentre un petit peu plus dans le concret, dans ce que vous pouvez faire, vous, pour votre storytelling, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que votre histoire, elle est au creux de trois concepts clés. Le choix, le sens et la vulnérabilité. Le choix, c'est vraiment important. C'est de se dire, quelle histoire choisis-tu? On a toujours le choix. Non, parfois, on a intérêt, on s'attache à des histoires, soit des histoires qu'on a entendues dans la famille, qu'on nous a rabâchées. On a dit, oh, bah, toi, de toute façon, t'es vraiment chiante. Toi, t'es trop agressive. Toi, voilà, tu as un sale caractère. Et on s'attache à ça. Et on a l'impression qu'il n'y en a qu'un des storytelling. Donc ça, c'est vraiment ce que dit Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine nigériane, le danger d'une histoire unique. Que ce soit sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Et donc moi, ce que je fais beaucoup dans les ateliers de storytelling, c'est commencer à dire aux personnes, donnez-moi 10 mots qui vous identifient. Et pas des adjectifs, tu vois, genre je suis calme, je suis patiente. Non. Des mots, des noms, voire des personnages. Non, ça peut être de films, de livres. Donne-moi des personnes à qui tu t'identifies. Et dans les bons jours, les mauvais jours, non? Il y a parfois, on va être Kali, la déesse hindoue, qui a envie de tout casser. Et parfois, on va être, je sais pas moi, Mary Poppins, je dis n'importe quoi. Euh, Quels sont les différents storytelling que l'on a de soi? Donc déjà, cette idée de choix. On a toujours le choix du storytelling que l'on peut faire. Et c'est ça qui est fort. Parce que maintenant, avec les nouveaux médias dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les podcasts, les newsletters, YouTube, les réseaux sociaux, on n'est pas d'accord avec ce qui est dit de nous, et bien on peut dire une version alternative du storytelling. On peut créer une page Instagram et dire, ben voilà ma réalité. Voilà mon narratif. Donc le choix. Et ensuite, comme je disais, le meaning. Donc le meaning, c'est le sens. L'idée, c'est pas non plus de raconter une histoire pour raconter une histoire, de raconter n'importe quelle histoire. L'important, c'est de raconter une histoire liée à votre why. Donc ça, c'est un peu le message de Simon Sinek.
euh, qui parle beaucoup de ce why dans son TED Talk, que vous avez sûrement vu, qui s'appelle comment How Leaders Inspire Action, comment les leaders inspirent à l'action, et, euh, et qui explique que les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc, le travail que je fais beaucoup avec les personnes dans mes ateliers, c'est de dessiner une courbe de vie, comme on voit là. Donc, ça, c'est un peu les deux axes, l'axe du temps et puis l'axe positif et négatif, et se dire quels sont les hauts et les bas de ma vie. Déjà, avoir un peu cette photo. Et ensuite, se demander quel est notre why. Par exemple, vous avez un projet que vous voulez expliquer concrètement. Vous voulez raconter un événement que vous allez mettre en place. Vous voulez raconter un nouveau business que vous êtes en train de monter. Très bien. Eh bien, asseyez-vous pour écrire ce cercle d'or. D'abord, le what, le quoi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous offrez comme service, comme produit, concrètement, quelque chose de très, très clair. Ensuite, qu'est-ce que le how, le comment? Qu'est-ce qu'il y a de si unique, de si spécial? Est-ce que vous êtes seulement en ligne? Est-ce que vous êtes seulement pour une partie de la population? Est-ce que votre approche est pleine d'empathie? Qu'est-ce qui est spécial dans ce que vous faites? Et enfin, le why. Et le why, c'est pas le pourquoi rationnel. Ben oui, parce qu'il n'y a pas personne qui fait ça aujourd'hui. Non. C'est un why qui vient des tripes, en fait. C'est un why qui est une valeur. C'est un why qui connecte avec votre storytelling personnel. Un why qui dit, comme je disais au début, non, moi je suis balance. Un why qui dit, pour moi, la justice et la liberté, c'est au cœur de tout ce que je fais. Donc pour moi, mes why, ils sont très clairs. C'est pour ça que j'ai appelé mon organisation Shift Balance, parce que pour moi, l'équilibre, c'était ça mon why. Et je voulais que tout parte de là, en fait. En fait, Donc, justement, Aurélie, comment vous... pour aller vers plus de concret, si tu permets, si tu appliques ce Mhm, cercle d'or sur un exemple réel, que ce soit mhm. le tien ou un exemple d'un autre projet, pour justement être vraiment savoir comment l'utiliser concrètement. Oui, oui. Ben, je peux le faire avec Shift Balance, c'est assez facile. Donc, le what, j'en ai déjà parlé. Ça va être publier des livres, faire des formations sur le storytelling. Euh, Ça va être faire des vidéos, bon, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Bon, ça très concret. Le how. Le how, moi, je le fais en anglais déjà parce que j'essaie de faire ça aussi large que possible. Un. Deux, beaucoup en ligne. Je fais quelque chose de très accessible. Donc, tout est en open source. Donc, tout est euh, sur ShareFile. Les livres que j'ai, vous pouvez les télécharger gratuitement. Parce que mon but, c'est que le contenu se diffuse. En général, mon how, il est très lié à ma personnalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très organique, pas formel, donc plutôt informel, plutôt accessible, plutôt chaleureux, empathique, euh, avec de l'humour aussi. Donc ça, c'est plutôt le how. Et le why, donc le why, il y a deux why, toujours. Il y a un why qui est plutôt une valeur. Donc pour moi, je disais tout à l'heure, c'est la justice. Très clair, justice, équilibre, liberté, mais justice à ce moment-là. Euh, et le deuxième why, c'est en fait l'illustration de ça. C'est-à-dire ensuite, quand vous avez ce premier why qui est une valeur, et la question c'est en fait de se dire, si vous deviez monter un business demain, je vous donne 1 million pour monter une ONG, vous allez la monter sur quoi? C'est quoi la problématique sociale qui vous tient à cœur? C'est quoi ce qui est au fond de vos tripes en fait quand vous montez ce business? Et comme dit Simon Sinek, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui me pousse vraiment, quel est mon moteur. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire comment je l'illustre. Donc ça, c'est un peu le schéma. Story of me, story of us, story of now.
Donc ça, c'est le schéma que je donne dans tous les ateliers pour construire un pitch, pour construire un TED Talk, ouais. C'est un schéma qui existe dans beaucoup de discours politiques, notamment les discours d'Obama, en fait, qui est un schéma, ce qu'on appelle le public narrative, le narratif public, et qui fonctionne très bien, qui est un schéma comme ça en, en entonnoir à Entonnoir. l'envers, disons. Mm. Ouais. Qui est de commencer par soi. Donc d'abord, on part de soi, puis on élargit à nous, et puis on élargit à maintenant la solution. Donc, l'idée, c'est de commencer toujours dans ce storytelling par une histoire individuelle et si possible que vous avez vécu. Parce que ça n'a pas le même poids, comme on parlait tout à l'heure. Si le storytelling est émotionnel, si le but c'est que les gens se mettent à votre place, si le but c'est que les gens se souviennent, il faut raconter une histoire personnelle. Alors, c'est pas forcément une histoire dramatique, c'est pas forcément une histoire très intime. Ça peut être comment vous alliez manger chez votre grand-mère tous les week-ends et comment c'était un moment fabuleux dans votre enfance. Mais l'idée, c'est de commencer avec une histoire personnelle. Et cette histoire, le but, c'est de la rendre aussi concrète que possible. Pas de raconter en généralité, oui, moi j'ai toujours été mon élève. Non, ça, c'est pas une histoire. Une histoire, c'est quelque chose qui a une exposition, un événement qui casse et une résolution. Ça, c'est une histoire. On part sur un exemple, Aurélie. Une histoire, c'est, je sais pas moi, Game of Thrones. Bon, Game of Thrones, ça, il y a plein d'histoires. Mais je sais pas, quel est ton film préféré? Wild, allez. Wild. Ben Wild, par exemple, oui. Wild, l'exposition au début. Donc, l'exposition au début, c'est une jeune femme qui a perdu sa mère. Et donc, tout le début, c'est on voit voilà, sa difficulté avec le deuil. Elle sort avec beaucoup d'hommes, elle prend beaucoup de drogue. Donc, on voit un mal-être profond. Et donc, ça, c'est toute l'exposition. Ok. Là où elle casse, c'est quand elle décide de partir, non? Elle casse à un moment et la vie change. Enfin, il y a un moment où elle a comme un wake-up call. D'ailleurs, je me souviens même plus exactement quel est son wake-up call, mais il y a un moment où elle change et elle dit non, ça suffit là. Je vais me mettre un défi. J'en ai assez, non, de picoler, de pas aller bien, de faire n'importe quoi. Je vais traverser les États-Unis à pied. Et donc là, et c'est lié aussi à ce que Joseph Campbell dit, explique de Hero's Journey, non? Le chemin du héros. L'idée, c'est que, OK, il y a ça, on entreprend, et puis il y a des chutes. Hein, c'est comme Star Wars. Hein, donc, Joseph Campbell s'est beaucoup basé sur. Enfin, ce qu'a fait Joseph Campbell a beaucoup inspiré plutôt George Lucas dans Star Wars, avec la figure de Luke Skywalker et Leia Skywalker. Mais cette idée de, OK, il y a une situation, souvent une situation négative, que l'on veut casser. Et donc, il y a un héros qui hésite, qui n'est pas encore vraiment conscient qu'il est héros ou héroïne. Et du coup, qui se lance et qui échoue. Et donc, au fur et à mesure où il échoue, on se rapproche de cette personne parce qu'on se dit, moi, j'aurais été pareil. Mais quand même, on se rapproche et on dit, allez, vas-y, on y croit. Et petit à petit, la personne progresse. Vraiment, le moment où, le moment où elle voit le loup, non? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un loup ou un renard ou elle voit une bête sauvage. Et toute seule, elle campe au milieu de rien. Il y a une bête sauvage face à elle. Et elle la confronte, quoi. Elle lui crie dessus, je crois, un truc comme ça. Et là, c'est tout, quoi. Là, tout change. Parce que à partir de là, elle prend en main son histoire. Elle, elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur, en fait. C'est ça l'idée. C'est de dire, j'ai plus peur et je lâche tout. C'est un peu la même chose. Donc, vous n'avez peut-être pas rencontré un loup, mais l'idée, c'est de trouver une histoire similaire. Une histoire où vous allez d'abord. Et l'exposition, c'est vraiment important qu'il y ait cette partie de détail. Très important d'aller dans le détail. Qu'est-ce que. Donc, qui est la personne? Est-ce que c'est vous? Très bien. Décrivez-vous. Vous êtes comment? Non vous êtes grand, petit, vous avez 5 ans, 45 ans, vous ressemblez à quoi? Vous portez quoi comme vêtements? Vous êtes où?
les gens, des fois, ils disent, oh, je suis à Paris. Non, mais où à Paris? Dans quel secteur? Est-ce que dans un quartier chic, dans un quartier pauvre, dans un appart, dans une maison, vous êtes où? Décrivez, parce que tout ce que vous décrivez, la personne, c'est comme un livre en fait. La personne, elle s'imagine ce que vous dites. C'est quand? C'était il y a 2 ans, il y a 10 minutes, c'est quand? Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Et surtout au niveau sensoriel aussi. Décrivez au niveau sensoriel, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Je ne sais pas, il y a peut-être des bruits, il y a peut-être des odeurs, des choses qui vont permettre de mettre la personne dans l'ambiance. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas forcément un truc fabuleux qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être mamie qui prépare de la purée, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Non? Oh, j'adorais ça, j'étais toute excitée, il me tardait de passer à table, oh, j'avais hyper peur, je tremblais. Qu'est-ce que vous ressentez? Passe à la fin. Ok? Je ne sais pas. Quel est le dénouement de cette histoire? Petite histoire. Ok. Le but, c'est que l'histoire que vous avez choisie, elle illustre le why. Donc moi, quand je prends une histoire, quand je dois parler de justice, quand je dois parler d'équilibre, je prends une histoire précise. Je sais pas, moi, je vais me raconter comment ma mère intervenait dans les repas de famille pour dire à mon grand-père, non, on ne peut pas faire des blagues féministes devant mes enfants. Je vais prendre un exemple très, très concret, en fait, pour que les gens comprennent. Et selon le public, je vais choisir des exemples plus ou moins intimes. Donc, si je me sens à l'aise, je vais choisir des exemples, des histoires plus intimes. Sinon, je vais prendre des histoires moins intimes. Mais dans tous les cas, je suivrai le même schéma, en fait. Donc, le but, c'est que la conclusion de l'histoire, c'est votre why. Donc, à la fin de l'histoire, vous devez être capable de dire, c'est pour ça que pour moi, la justice, c'est indispensable. OK. Donc là, vous avez fait la première partie, Story of Me. Story of Us. L'idée après, c'est de dire, OK, mais attendez, c'est pas que mon histoire, c'est notre histoire. Donc là, déjà, on saute d'un cran. Non? C'est quand le héros, pareil, hein, dans les films, tout d'un coup, il passe d'être le héros solitaire à être un héros où les gens se reconnaissent et disent, ah ben ouais, je te suis. C'est un peu, vous vous souvenez de... Ah, comment il s'appelait ce film Oh capitaine, mon capitaine. Non, Le Cercle des poètes disparus. Quand Robin Williams, voilà, il est ce professeur un peu iconoclaste. Un qui monte sur et il se fait virer. Il y en a un qui monte sur la chaise et qui dit Oh capitaine, mon capitaine. Et un deuxième qui monte sur la chaise. Et là, enfin, moi je m'en souviens, je suis petite, hein, mais il y a ce moment hyper émouvant où tu te dis le héros, il est plus seul. Et donc, ce Story of Us, c'est ce moment où justement on passe à De expliquer, l'individu au groupe. voilà, comment on passe au groupe. Donc, dans votre pitch, bon, c'est peut-être pas le cercle des poètes disparus, mais vous pouvez raconter comment l'histoire que vous avez racontée, c'est pas une histoire personnelle. C'est une histoire qui affecte 30% des femmes dans votre pays. C'est une histoire qui est la réalité de la moitié de la population dans votre entreprise. C'est une histoire qui va... Et donc là, vous donnez des chiffres. C'est là que vous pouvez donner des chiffres. Parce que vous avez déjà convaincu le cœur. Donc maintenant, vous pouvez convaincre la tête. La tête. En disant, voilà, quelles sont les parties, quelles sont les études qui existent, qu'est-ce qui prouve ce que je raconte. Et enfin, la troisième partie, quand vous avez convaincu la tête et le cœur, c'est de dire, hop, il y a là et moi en plus j'ai la solution. Donc, Story of Now, maintenant je vous ai convaincu, c'est pour ça que j'ai développé cette action. Si vous parlez d'un pitch, non? C'est pour ça que j'ai décidé de monter un forum pour rassembler les coachs en Tunisie. C'est pour ça que j'ai décidé de... Qu'est-ce que vous faites concrètement? Très bien. Mais concrètement, maintenant, en disant, voilà ce que j'ai fait, comment ça s'appelle. Concrètement, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tout le détail, mais que ce soit concret, pas juste, j'ai fait un site web, ok, mais ça fait quoi? En une phrase, hein. Voilà, qui fait ça? Quel est le rêve? Non? En se disant, là, on en est là, mais dans 5 ans, dans 10 ans, parce que le storytelling, il fait aussi rêver par ce
cette capacité de se projeter, non, de dire, et moi, mon rêve, c'est que l'on soit dans 100 villes à travers le monde d'ici 5 ans. Donc, l'ambition et le call to action. À la fin, vous voulez quoi des gens? Tu veux de l'argent? Tu veux qu'ils viennent te parler? Tu veux qu'ils s'inscrivent sur ton site web? Tu veux qu'ils diffusent ta solution? Qu'est-ce que tu veux des gens concrets? Donc, on a le pouvoir de changer le narratif. C'est un peu mon message Mhm. à la fin, et on pourra en discuter. Comme disait Sosan, si vous voulez approfondir ce qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez aller sur shiftbalance.org et voir les différents liens et les différents cours qui sont en ligne, notamment storytelling pour actrices de changement, qui marche aussi pour les garçons, n'ayez pas peur. Un nouveau cours qu'on a fait qui s'appelle Formation en diversité et inclusion, qui va plus loin sur ce thème qui est vraiment important maintenant dans de nombreuses entreprises. Voilà pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup connaître vos questions, vos doutes. Et justement, on en a quelques-unes. Donc voilà, tu as arrêté le partage. Merci Je vais beaucoup. allumer la lumière parce qu'il commence à faire nuit ici. Ouais, Merci Aurélie pour ce partage très très riche et très intéressant. Et on sent justement, on retrouve donc cette énergie, ce dynamisme, cette authenticité dans ce que tu racontes et il y a la vie dans ce que tu nous racontes. Donc ça parle oui. des tripes comme tu le dis. Alors, parmi les questions qu'on a eues, Mhm. aussi simplement que comment dépasser pratiquement le trac lors d'un TEDx. Hmm. On est dans le pratico-pratique là. Oui, oui, non, non, complètement. Non, j'ai beaucoup cette question. On dit que la peur de monter sur scène, c'est une des principales peurs qui existent, qui est presque aussi haute que la peur de mourir. Enfin, c'est vraiment très, très haut, la peur de parler en public. Alors moi, j'ai pas cette peur. Et donc, du coup, c'est un peu difficile, tu vois, de vous donner des solutions parce que, bon, c'est facile à dire, mais si, bon, si ça m'affecte pas trop, c'est Et un donc peu... le fait de ne pas Euh, avoir cette peur, est-ce que c'est un résultat auquel tu es arrivé ou bien comme ça on peut ne pas non, avoir je cette crois peur? pas. Enfin, moi, je l'ai jamais vraiment trop eu. Mais, mais après, je pense que j'ai eu aussi des parents qui m'ont beaucoup encouragée. Ouais, mais bon, c'est facile à dire parce que mon frère, il n'aime pas du tout parler en public. Donc, bon, c'est pas forcément lié à ça. Mais c'est vrai que enfin, je pense qu'il y a un élément de caractère qui est là. Est-ce qu'on est plutôt extraverti? Est-ce qu'on aime plutôt, voilà, s'exposer ou pas? Euh, pour moi, en fait, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on risque? Mhm, Parce que souvent, en fait, dans le fait de parler en public, comme dans beaucoup de peurs, il y a un côté très, très irrationnel, hein, de se dire. Alors, déjà, il y a plein de choses. Un, il y a souvent un message qui est venu, comme je disais, intergénérationnel, de pour vivre heureux, vivons cachés. mhm. Une croyance. Donc, il y a vraiment, oui, des croyances. Et surtout envers les femmes, non? C'est mieux si tu es discrète, c'est mieux si tu te montres pas trop. Non, 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 non. Et ça s'internalise, hein. Ça, donc, ça, c'est vraiment très présent. Deux, il y a une peur des critiques très forte. C'est-à-dire, on imagine que les gens vont nous défoncer. Alors bon, euh, moi, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire, notre imagination, elle est en général 10 fois pire que ce qui peut se passer après une intervention en public. Au pire, vous êtes un peu ennuyeux, quoi. Mhm. That's it. Tu vois, c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Au pire, vous êtes ennuyeux. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, vous faites une erreur. Pas de souci. Et vous pouvez le dire au début, dire, je vais partager les choses avec vous. Si vous voyez des choses qui vous paraissent incorrectes, n'hésitez pas à le commenter. On est tous là pour apprendre. Et voilà. Et hop, on se Euh, protège un peu et on va dédramatiser un peu
cette peur de se tromper, en quelque sorte. Voilà. Donc il y a ça. Après, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir le fait de respirer profondément avant d'aller sur scène. Il peut y avoir le fait de visualiser une sortie positive. Euh, pour moi, c'est la pratique. Vraiment, c'est pratiquer. Il y a une association qui s'appelait Toastmaster. Je ne sais pas si ça fonctionne encore avec le Covid, etc. Mais qui fait ça, qui fait que des personnes s'entraînent pour rien, hein. C'est-à-dire, c'est entre amis, quoi. Y a pas, c'est pas au travail, c'est pas à parler en public. Et plus tu t'entraînes, plus cette peur diminue, en fait, parce que tu t'aperçois que finalement, c'est souvent une chimère. Pour moi, le storytelling est très fort pour ça, parce que avec le storytelling, un, tu vas parler d'une histoire que tu connais. Donc, c'est difficile que tu l'oublies. Tu vois, tu la connais l'histoire. Tu peux oublier des Tu l'as chiffres, mais ce qui expérimenté et s'est tu l'as passé. vécu. Oui. Donc, du coup, ça t'aide vachement. Si tu Mhm. commences avec une histoire, ça t'aide. Deux, les gens se rapprochent, tu vois. Et du coup, ça aide encore plus à te sentir à l'aise. Et du coup, le, 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 le stress baisse. Mais moi, je suis aussi partisane de partager le stress, d'être honnête, tu vois, de dire j'ai très peur, là. Pas de dire euh, oh, je sais pas si ça va être super. Oh, j'ai fait ça hier, donc je sais pas si ça va être génial, comme souvent beaucoup de gens font, et surtout des femmes. Mais plutôt d'accepter la réalité et donc de dire j'ai très peur de parler en public, donc soyez avec moi ou soyez bienveillants. Et bon, si les gens vous jettent des pierres après ça, bon, faut plus aller parler avec ces gens-là. Mais il y a vraiment un élément, et donc c'était le troisième élément d'ailleurs du triangle dont j'ai pas forcément trop parlé, qui est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Au contraire, à partir du moment où on se l'approprie, et on dit, ouais, j'ai peur. Là, j'ai peur. Ah. Au lieu d'essayer de cacher cette peur, de cacher à tout prix la voix qui tremblote et le fait qu'on tremble un peu, le dire, quoi, en fait. Et souvent, ça détend, les gens vont vous sourire un peu plus, ils vont être avec vous, tu vois, parce qu'ils le Parce que voient, ils voient fondamentalement, bien que c'est les pas. gens, fondamentalement, ils sont plutôt bienveillants, on va dire. Oui, moi je crois en fait, bon, à moins que voilà, vous soyez dans un parti politique et les gens viennent exprès pour vous critiquer, mais sinon, si c'est vraiment dans une conférence, voilà. Et après, à nouveau, enfin, ne pas forcément avoir peur des critiques, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous avez des questions? Vous connaissez pas la réponse? Dites-le. Ben, je connais pas la réponse, mais je vais revenir vers vous là-dessus, pas de souci. Je note et je prends, ok, dire les gens, quoi. Oh, ce chiffre, c'est pas bon. Ok, j'en doute, mais je prends ce note et je vais vérifier, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il y a aussi ce côté de négatif qui arrive, les accepter en fait, et les embrace it. Mais il y a vraiment, voilà, un travail de pratique, pratiquer, aller à des cours de théâtre si vous voulez, aller à des cours qui vous permettent de mettre ça, plus on le teste, plus on s'aperçoit que c'est pas non plus un truc de fou. Et pour moi, il y a aussi un élément très fort de se dire, you. Quand on parle en public, pour moi, on doit parler au nom d'une idée qui est plus importante que nous. On doit parler au nom, donc comme je disais, pour moi, la justice, ou pour moi, tout ce qui est women empowerment, c'est très important. Donc, ma peur, en fait, oui, elle est très individuelle. J'ai peur qu'on me critique moi. Mais le message que je porte, il va au-delà de moi. Mhm, Et je dois me concentrer sur ça, mhm. sur le fait que si par exemple vous partagez une, sur votre business, quoi, j'espère que c'est quelque chose qui vous passionne. Si ça vous passionne,
pareil, c'est au-delà de vous. Ça va servir aux gens auxquels Mhm. vous parlez. Et c'est ça, en fait, c'est se concentrer sur cette idée de transmission. Super. Mais au fond, ce qui est important, c'est le message que vous avez à en transmettre, qui va au-delà de votre personne. Moi, en tout cas, Aurélie, ce que j'ai retenu dans ce que tu viens de développer, c'est que pour justement faire face à ce trac, c'est entre autres hein, jouer la carte de l'authenticité, même par rapport à ses émotions. Ses émotions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les 3 points que tu as soulignés. C'est transmettre de l'émotion dans ses interventions publiques. Donc, quand on va avouer qu'on a peur, quand on va être authentique vers soi et vers les autres. Donc ça va en quelque sorte justement nous permettre de gérer cette peur et après d'atténuer ce trac. Oui, Tout à absolument. fait, ouais, voilà. Alors on passe à une deuxième question. Donc jusque-là, on a beaucoup parlé de storytelling utilisé par un individu. Or, le Mhm. storytelling dans le marketing, il est très utilisé en entreprise. Et parmi les Mhm. questions posées, est-ce que les clients peuvent être co-auteurs de l'histoire d'une entreprise? Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Si, alors après, enfin, ça dépend comment ça se fait, mais de toute façon, les clients vont être co-auteurs. Parce que si vous leur donnez storytelling qui ne leur correspond pas, ils s'en iront. Donc, dans tous les cas, il y a vraiment ce travail-là. Mais après, ça peut être un travail beaucoup plus conscient, c'est-à-dire de faire venir des clients et leur dire, pour vous, c'est quoi notre cercle d'or? C'est quoi le what, le how, le why de notre entreprise? Et donc ce cercle d'or, Et il peut voir être leur perception. co-construit. Il peut être co-construit avec notamment les clients, les consommateurs, etc. et l'entreprise. Donc ça peut être... Oui, oui, bien ouais, sûr. d'accord. Déjà avec l'équipe, Mm, et ensuite, oui, pourquoi pas avec les clients, bien sûr. mm, mm. Et une question, vraiment là, c'est une question d'actualité. Comment peut-on, dans une entreprise, utiliser le storytelling pour raconter le contexte actuel, la crise Covid? C'est-à-dire de quelle manière, je pense que c'est un professionnel qui a posé la question, de quelle manière cette situation-là, on peut l'optimiser et l'utiliser euh, d'une manière avantageuse pour l'entreprise. Par exemple, je ne sais pas, tirer bénéfice de cette situation et raconter une histoire sur... C'est la même chose, en fait. Tout fonctionne de la même façon pour ce storytelling. L'idée, c'est de se dire quel est le why du Covid? Quel est le why du télétravail, en fait? Tu vois? Donc, là, pareil, donc c'est faire un peu un brainstorm par rapport à ça, mais d'un côté, il y a plein de choses. C'est-à-dire, ça peut être l'isolement, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse, ça peut être la mortalité, ça peut aussi être la liberté, ça peut aussi être la valorisation des relations humaines, ça peut aussi être la valorisation de la santé mentale et de la nécessité de prendre soin de sa santé mentale. Donc, l'idée, c'est de se dire, quelle est la valeur que vous voulez mettre en avant? La valeur qui est au sein de cette pandémie Covid. Et le why, comment dire, il n'y en a pas qu'un. Il y a un moment, il faut faire un choix du why même. Donc moi, comme je dis, je dis justice, équilibre, liberté. Mais je ne vais pas raconter les 3 why, quoi, parce que sinon, c'est confus. Il faut un why, une histoire. C'est tout. Donc, sur le Covid, si vous voulez parler du Covid en entreprise et voir comment ça change, l'idée, c'est de se dire, OK, je veux raconter. Quelle histoire illustre ça? Et ça peut être une histoire personnelle de la semaine dernière ou d'il y a 10 ans.
Et pareil, Story of Us, comment ça impacte des gens au-delà de moi, Story of Why. C'est la même chose, en fait. Et donc, on peut Oui, justement utiliser cette situation-là qui peut paraître problématique à notre avantage. oui, absolument. Enfin, Ouais, pour moi, enfin, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de personnes proches qui étaient touchées ou qui étaient décédées, donc c'est facile pour moi de dire ça. Mais pour moi, le monde entier s'est mis à travailler comme moi je travaille depuis 10 ans. Pour moi, d'accord. je trouve ça génial. Que enfin, tout le monde travaille d'où il veut, quand il veut. Alors, c'est pas forcément le cas de parents qui ont des enfants à la maison, etc., hein. Donc, ma situation est peut-être différente d'autres. Mais le fait que les gens n'aient pas à passer 1 heure dans les transports chaque matin, qu'on puisse passer plus de temps de qualité avec sa famille, qu'on puisse faire, là, moi je suis en train de faire le live depuis mon lit, c'est quand même un certain confort. Donc, il y a aussi des points positifs, comme dans toute expérience, quelle qu'elle soit. Alors, merci beaucoup Aurélie. On va finir avec une dernière question parce que c'est déjà l'heure. Et c'est en rapport, pour rebondir sur ta réponse en parlant d'émotion. Dans quel type Mhm. d'intervention transmettre de l'émotion est utile ou bien est recommandé? Et est-ce que c'est valable dans tous les contextes? Est-ce que y a-t-il pas des contextes où c'est inapproprié de vraiment partager ses émotions et transmettre de l'émotion dans son histoire? Alors déjà, si vous n'avez pas d'émotion, vous êtes un psychopathe, hein. C'est bien dit. Alors là, Non, mais bon, voilà. Enfin, tu vois, quand maintenant les gens me disent ça, c'est le bon, dosage en fait. C'est le dosage mais pour oui, j'ai qu'on compris, je bascule sais, pas. Ouais, voilà. j'ai compris. Euh, il faut comprendre que la séparation de la tête et du cœur, la séparation du monde du travail, du monde de la maison, la séparation de la rationalité et des émotions, c'est quelque chose qui est assez récent, en fait, qui a été institué par Descartes beaucoup, avec l'âge de la raison, qui a été encore plus développé avec le mouvement capitaliste, la révolution industrielle, etc. Donc, depuis les 300, 400 dernières années, dans une société capitaliste, on est arrivé à l'idée que le bon professionnel, c'est le professionnel qui ne sent pas. Parce que c'est le professionnel dont on pourra faire ce qu'on veut, Tout à soyons fait. clairs. Tout à fait, ouais. Euh, mais c'est un mensonge. L'être humain sent, a des émotions. La colère, la joie, la tristesse, la peur. Bon. Alors, oui, bien sûr, c'est important de la doser parce que moi, je le vois, par exemple, quand je fais. Moi, je suis très latine, hein, donc je raconte ma vie facilement, quoi. Ben, quand je fais ça avec des ingénieurs allemands, eh ben, ça passe pas. Et justement, d'où cette question, justement, parce que Et peut-être ça que, ne passe pas. ouais, Ce peut-être, qui pour moi est un choc humain, hein, je dois le dire. Chaque fois, bon, je n'ai rien contre les ingénieurs allemands, mais je travaillais pas mal avec Airbus et j'étais là, je ne comprenais pas. Euh, donc, oui, c'est important de doser, certes. Donc, d'où l'intérêt, comme je disais au début, de se dire, forcément, vous n'avez pas forcément parlé du moment où votre maman est morte quand vous aviez 3 ans à la réunion de présentation de la politique de ressources humaines. Bon, ça va faire un peu bizarre. Maintenant, on a tellement peur de parler des émotions dans le monde du travail qu'on est arrivé à un extrême ridicule. hmm, Et pour moi, il faut être courageux, il faut le ramener. Il faut ramener les émotions dans le monde du travail. Alors, on n'est pas forcément obligé, comme je disais tout à l'heure, d'aller trop loin, mais
mais on peut déjà, déjà, vous pouvez partager des émotions positives, tout simplement. Mhm. Vous pouvez partager des histoires positives qui incarnent la joie, qui incarnent la bienveillance, qui incarnent. Mais pour moi, c'est ça le leadership de demain. C'est un leadership qui va être empathique, qui va reconnaître les émotions de tous. Et c'est pour ça que le Covid, pour moi, a ce côté intéressant, si on le regarde de ce côté-là, c'est de se dire, eh oui, on s'aperçoit que les gens ont des enfants. Eh oui, et ils s'aperçoivent qu'il faut les éduquer. Eh oui, on s'aperçoit que c'est pas facile de travailler et d'avoir des enfants. Eh oui, tout d'un coup, on s'aperçoit de tout un tas de trucs. Tu sais qu'avant, on était là, ah ben non, on ne peut pas savoir, c'est ta vie. Mhm. Donc pour moi, le Covid a ce côté où on remet tout ensemble et on se dit, bah ouais, il faut faire en On sorte a des que êtres mes humains, employés, ils aillent bien. voilà, on n'a pas que des Ouais, salariés, on a des êtres c'est pas des humains. robots. Voilà, on a des êtres humains. Voilà. Donc, pour moi, je partagerai. Moi, je suis vraiment toujours. Parce que, en fait, vous vous apercevrez souvent que, que les gens sont touchés quand vous partagez. Vraiment. Que les gens vous diront merci, merci d'avoir partagé, merci, je me reconnais dans ce que tu as raconté, merci. Vraiment. Et donc, je vous invite à le faire parce que, ouais, pour moi, ça, c'est toujours assez positif, en fait, ouais, le partage En des tout cas, émotions. je pense que c'est plus positif de partager que de euh, être Oui, et puis il faut essayer en fait, dans il faut le essayer par déni. des Oui. voilà, il faut essayer par des petits, voilà, Mm. petit à petit, à nouveau, tester, voir ce que ça donne, et vous serez surpris. Et jouer. Et jouer. Et ça sera justement le mot de la fin pour ce quatrième live. Merci beaucoup, très chère Aurélie, pour ce partage toujours dans l'authenticité, avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'humour, avec ta légèreté habituelle. Voilà, merci pour la richesse de ce que tu as partagé comme référence pendant ta présentation. Merci à toutes les personnes présentes. Vous pouvez revoir donc ce live sur notre page et sur notre chaîne YouTube. Je voulais juste dire que nous prenons une pause pendant le mois de Ramadan. Une pause pour ces lives, mais nous préparons un événement qui sera, et nous le souhaitons de tout cœur, une occasion, une très belle occasion pour faire rayonner le métier du coaching en Tunisie, donc juste après le mois de Ramadan. Voilà, merci encore une fois, très chère Aurélie. Inch'Allah, Ramadan comme Merci. Mabrouk. À très bientôt et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Aimer, aimer autant que vous pouvez. Hum, Diffuser cet amour, profitez de ce mois de Ramadan pour dire à toutes les personnes autour de vous que vous les aimez. Je t'aime, très chère Aurélie, au plaisir de t'accueillir chez nous en Tunisie. Oui, à À bientôt. bientôt, Bisous. merci beaucoup, au revoir et bonne soirée. Ciao. Ciao, bye.